Et pour commencer, d'abord je voudrais rendre justice à l'association Badge, bien les remercier beaucoup plus que pour cette conférence, pour le travail de pédagogie citoyenne qu'ils mènent tout au long de l'année, notamment pendant les semaines pédagogiques, lorsque les familles peuvent se libérer, aller suivre des cycles de conférences tout à fait formateurs et intéressants. Et donc, je vous inviterai, comme le président de l'association, à visiter de temps en temps leur site web. Je voudrais aussi saluer le retour de mon ami Rachid Delafa, qui relève d'une longue maladie. Je voudrais remercier Mme Fégel de l'avoir convaincu de se joindre à nous aujourd'hui, en souvenir de nos anciens combats pour une citoyenneté commune, et surtout en préparation de nos futurs combats. Et puis, je voudrais vous faire remarquer quelque chose que vous n'avez peut-être pas noté. Dans l'auditoire, j'avais deux inquiétudes en arrivant. Qu'on se retrouve entre nous, c'est-à-dire les membres d'une même communauté culturelle, en train de se parler entre eux en vase clos. Ça n'est heureusement pas le cas. J'avais peur qu'un genre soit surreprésenté. Il y a effectivement un genre qui est surreprésenté, mais ce n'est pas celui que j'attendais. Merci les femmes d'être aussi attentives à toutes ces questions qui sont fondamentales et qui confirment votre rôle dans la construction des sociétés les plus justes et les plus équitables. Je voudrais que vous vous applaudissiez. Alors, entrons dans le vif du sujet, du sujet tel que je l'avais envisagé, parce que les organisateurs nous ont donné une orientation, ils nous ont laissé le libre choix des thématiques à aborder. J'ai toujours considéré dans les clameurs qui entourent les grands débats publics, soit au Québec, soit dans d'autres pays, qu'il y avait, comme vient de le dire Rachid, un choc des ignorances. En fait, ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours de l'ignorance, mais dans tout ce qui détermine nos existences, il y a des choses qui nous semblent évidentes, mais qui ne le sont pas. Aujourd'hui, on parle au Québec beaucoup d'identité et de diversité, mais qui a essayé de définir diversité et identité? Ce ne sera pas forcément dans cet ordre. Alors, très succinctement, puisque c'est les instructions du président, une identité est une construction extrêmement complexe. Pour la comprendre, il faut être ce qu'on appelait dans d'autres temps, dans d'autres milieux culturels, des humanistes ou des encyclopédistes, c'est-à-dire des gens qui maîtrisaient un certain nombre de sciences. L'identité, pour comprendre ce qu'est l'identité de mon voisin, il faut que je sois au fait de l'anthropologie, de la sociologie, de l'histoire, de la théologie, du lieu dans lequel il est né, dans lequel il a grandi, mais connaître aussi ce pays dans ses structures, nature politique, ses appartenances linguistiques, outre l'appartenance nationale. Donc, quel que soit notre niveau d'éducation, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à saisir. Et donc, quand en bon être humain, lorsqu'on nage un petit peu, on est dans le ressenti, dans la subjectivité, et donc son identité n'est pas son identité à mon regard, mais ce que je pense qu'est son identité. D'où, à la lecture des journaux québécois ces derniers temps, un certain nombre d'aberrations sur l'islam en particulier, où des gens d'ici, dans les correspondances ou dans des articles ou dans des chroniques, sont en train de décrire un islam qui n'existe pas, dans lequel un vrai musulman ne se reconnaîtrait jamais. Et à partir de ce malentendu, on arrive à transformer la diversité qui, pour les philosophes et les rêveurs, les utopistes, devrait être l'outil d'un enrichissement réciproque, devient surtout une sommation de différences qui crée des chocs, qui crée des tensions. C'est pas nouveau. Le Québec n'a pas ce privilège, c'est quelque chose qui est très ancien dans le temps. Et de cette diversité qui est donc mon identité dans le regard de l'autre, sont nés tous les grands
grands conflits, tous les grands drames de l'humanité. On commence par l'Holocauste, par le problème de l'éclatement de l'ex-Yougoslavie et tous les génocides qui l'ont suivi, génocide arménien, du Rwanda, dans des formes moins brutales, moins cruelles. Donc des harcèlements dans un autobus ou des agressions physiques, mais qui restent limitées. Donc l'humanité a raté une grande chance, celle de profiter de sa diversité et d'en faire non pas un outil d'enrichissement réciproque, mais un sujet à conflit. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment peut-on réfléchir pour dépasser ce... Je n'irai pas dans le détail des chartes et des aspects. On va rester dans le général, comme ça on pourra être plus précis ultérieurement. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les conflits remplacent ceux que nous visons tous, ce que nous espérons, c'est-à-dire l'harmonie sociale. Est-ce que c'est un problème donc, qui est ancien? J'aurais pu remonter bien au-delà de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est un conflit qui est loin d'avoir connu son terme pour une raison très simple. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est à partir du moment où on met en présence deux identités dans un même espace que naît cette diversité qui peut dégénérer. Et malheureusement, nous sommes qu'au début d'un cycle. Parce que ce type de mise en commun d'association, de réunion dans un même espace de plus d'une ou deux ou plusieurs identités, il évolue dans sa vitesse au rythme des migrations essentiellement. En d'autres temps, il a été provoqué par des soucis coloniaux ou autres en Amérique latine et partout ailleurs. Aujourd'hui, ce sont les migrations humaines qui sont facilitées, qui deviennent une nécessité et un enjeu pour un certain nombre de sociétés. Vous savez que là, on parle de limiter, contrôler l'immigration, mais quand on sait que l'Europe occidentale, par exemple, a besoin, dans un délai de 10 ans, de 11 millions de travailleurs qualifiés, ça veut dire que dans les 10 ans à venir, il y a de fortes chances que 11 millions de personnes aillent s'installer en Europe occidentale, en Allemagne, en France, dans les pays qui posent problème. En Hollande, dès que la Grèce sera rétablie, elle aura le même problème de main-d'œuvre. Et elle souffre déjà avec un mouvement d'extrême droite qui s'appelle Aube Dorée et qui démontre qu'on est, dans une diversification encore plus grande et accélérée, mais aussi dans une réaction à cette diversification par ignorance ou parce qu'on ne réfléchit pas suffisamment aux problèmes de société. Il faut s'attendre à ce qu'au Québec aussi, la situation aggravée par la fragilité, donc, comment disait la chute, le déficit identitaire québécois, à ce que ces problèmes continuent de se poser. Nous sommes en face d'un vrai problème. Un vrai problème, au Québec non plus, il n'est pas nouveau. Dans les années 1850, quand le flux principal d'immigration, c'était les Irlandais, les Irlandais, tout le monde allait leur taper sur la gueule, au centre-ville, près de leurs églises, tout de suite après la messe. Et c'était des catholiques qui tapaient sur des catholiques. Quand les Italiens ont commencé à constituer le flux principal d'immigration vers le Québec au milieu du 19e siècle, 100 ans plus tard, le même problème s'est produit. En plus, ces pauvres Italiens sont arrivés dans une conjoncture particulière. Il y avait le conflit mondial, la plupart d'entre eux ont été placés dans des camps de concentration. Au Québec, une partie de l'histoire qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, c'est nous, les Maghrébins, flux principal d'immigration, 7000 nouveaux arrivants par an, un taux de natalité de 6% dans la communauté, qui est largement supérieur à la capacité de reproduction des ethnies antérieures. Et donc, plus on arrive dans un très mauvais contexte. Septembre, 11 septembre, le terrorisme. Terrorisme qui est affecté à cette espèce-là, à cette engeance, alors qu'en fait, le terrorisme
ni race, ni religion, ni origine ethnique. La preuve, au Kenya, il y a un petit 15 jours, le commando de 16 personnes, il y avait 9 occidentaux dedans. Et donc, moi, je pourrais dire, oui, terrorisme occidental en terre du tiers-monde. Mais bon, on ne fera pas. Donc, maintenant, le problème est là. Comment en sortir? Très belle formule de Rachid que j'avais déjà entendue dans d'autres travaux, oui, dans d'autres scénarios. Nous avons travaillé quelques années ensemble sur l'intégration économique et l'entrepreneuriat en milieu immigrant avec le ministère de l'Immigration. Et nos travaux ont été détournés au profit de certaines communautés qui votaient plus que les nôtres. Dieu pardonne au gouvernement. Et donc, la solution, ça serait, à mon sens, l'adhésion à une culture publique commune. Mot essentiel, très belle formule, Rachid, félicitations. Le mot essentiel dans cette formule, c'est public. C'est res publica, la chose commune, la participation de tous à la vie commune et la contribution de tous au devenir commun. Quel en est l'outil principal? Aujourd'hui, tout le monde devrait me répondre. Les élections du 3 novembre ou celles du 5 décembre. Et donc, je crois que c'est à partir de là seulement, quand nous assumerons ce devoir, pas uniquement en participation politique, mais aussi la participation dans le tissu associatif qui est extrêmement fort au Québec. Quand vous n'êtes pas dans une association, bon, vous êtes un monsieur qu'on regarde avec un peu de mépris parce que quand vous avez fini de travailler, vendredi, vous pouvez prendre votre paquet de frites, votre hot dog et vous disparaissez de la citoyenneté. Alors, donc, l'associatif, les conseils d'administration, même les caisses de dépôt. Là, j'avais envisagé de faire un petit test, j'avais préparé plein de petits papiers, mais je crois qu'on va en faire l'économie parce que les estomacs doivent un petit peu crier famine. Mais je rappellerai quand même 2 ou 3 petites choses. C'est que quelques années après l'évêque, d'autres leaders péquistes ont fait montre de la même générosité que le fondateur, que l'esprit tutélaire. Bernard Landry m'a dit un jour que, advenant une indépendance, à Dieu ne plaise, ou comment, ça dépend, je n'entre pas dans ce débat. Advenant l'indépendance, tous les peuples qui vivent au Québec et qui travaillent à en assurer la prospérité seront les peuples fondateurs. Ça, c'est un petit peu oublié, pas tout à fait, parce que rendons justice aux promoteurs de la charte, qui n'a que le défaut d'être une charte des valeurs et de ne retenir dans ses attendus que la religion, qui est hélas devenu le marqueur identitaire principal aux yeux de tous ceux qui pensent pour nous. Donc Bernard Drainville m'a dit, parce qu'il a entrepris beaucoup de consultations avant d'émettre sa note d'orientation, il a vu peut-être 200 personnes, il dit aujourd'hui qu'il a reçu 25 000 réflexions, contributions, je le crois. Il m'a dit que, quel que soit le sort que réservera le Parlement à cette charte, en précisant bien que nous sommes dans un contexte minoritaire, mon souhait et mon vœu, c'est que tous les Québécois, 7 600 000 personnes, se rendent compte et acceptent l'idée que la diversité au Québec est irréversible, qu'elle est un enjeu pour l'avenir, et que c'est à partir de là qu'on doit réfléchir et travailler à un devenir commun. Je vois qu'ils n'ont pas que des défauts, ils ont aussi beaucoup de lucidité, mais ils sont parfois un peu cyniques comme tous les politiciens. Donc je reviens à mon propos. La diversité est-elle soluble? Si oui, dans quoi peut-elle se dissoudre pour donner un liquide nourricier? La participation civique. Le petit test que je voulais faire, c'est de voir d'abord dans la salle qui est originaire d'une communauté culturelle, et ensuite de demander à ces gens qui arrivaient avant 2009
a déjà acquis la citoyenneté pour mesurer déjà la tendance à l'accomplissement citoyen. Ensuite, de voir qui a remarqué qu'il y avait deux documents, une lettre de la DGE, qui est un document explicatif des élections dans toutes les boîtes aux lettres de Montréal, qui les avait lus, qui étaient, en fin de compte, inscrits sur les listes électorales et en mesure de participer. On ne le fera pas, je vous rassure tout de suite, mais vous savez, quand on fait un peu de recherche en sociologie, on sait déjà un petit peu vers quel résultat on va arriver, on le sent bien avant. Je veux dire quelque chose dans la communauté à laquelle j'appartiens, qui est la communauté maghrébine. Les taux de participation dans les consultations publiques, les consultations politiques au niveau tant municipal que provincial, elles sont de l'ordre de 2,5%. Nous sommes 300 000 au Québec sur une population de 7 millions et demi. Nous sommes déjà 2,3% de la population. Si c'est sur 2,3%, il y a 2,5% de taux de participation. Comment peut-on infléchir la décision? Comment peut-on participer à élaborer une société que nous appelons tous nos voeux, qui doit être juste, équitable? Si nous ne parlons pas par nous-mêmes, qui parlera en notre nom? C'est pour ça que je faisais référence à ces deux projets, le plan d'action contre le racisme au Québec et le plan d'accès à l'entreprise, à l'entrepreneuriat au Québec, sur lequel nous avons travaillé dans le cadre de la table Maghreb au MICC. Il a suffi d'une élection, d'un changement de titulaire du portefeuille du MICC pour que ce programme soit détourné, réservé à une partie des communautés culturelles qui souffraient de sous-emploi, parce que ce groupe communautaire avait été très présent dans les élections et pas les Maghrébins. Donc, on a remercié, même pas remercié, récompensé la tendance citoyenne d'un groupe, alors que le groupe absent, resté absent, il y a encore. Ensuite, je veux juste te rassurer. Tout ce qu'on a fait n'a pas été inutile. Le taux de chômage dans la communauté est descendu à 26%, il n'est plus de 28,7%. On a gagné 2,7 points. On pourrait encore faire mieux. Mais rappel, c'est pour les 25-55 ans. Oui. Uniquement. Oui. Et donc, c'était en fait dans la tranche 25-55, donc il nous en échappe beaucoup, surtout ceux de deuxième génération. Mais bon, pour ne pas trop, j'ai l'habitude de faire ces parenthèses, de me perdre, et puis personne ne m'a rappelé à l'ordre, alors je me rappelle à l'ordre moi-même. Donc, est-ce que je suis dans le vrai quand je dis que la solution aux problèmes que nous vivons sont dans la citoyenneté, dans l'adhésion, je le redis, à la culture publique commune? Est-ce qu'au Québec, nous sommes capables tous ensemble d'élaborer notre propre modèle? C'est encore une question sur laquelle on pourra revenir. Au lieu de nous référer de manière systématique à quelque chose qui n'est pas un modèle, le modèle français, qui n'est pas un modèle parce qu'il est parti d'une hypothèse totalement erronée. Les grands mouvements migratoires dans la France ont eu lieu dans l'après-guerre, quand la France avait besoin de main-d'œuvre pour reconstruire reconstruire le pays, pas seulement l'économie. Et depuis ce moment-là, en France, on a continué de considérer que c'était des gens qui venaient en mission, qu'ils allaient travailler, puis une fois la tâche achevée, revenir chez eux. Et on a ancré cette idée même dans la tête des immigrants eux-mêmes, en validant le mythe du retour. Or, il s'est avéré que le retour n'était qu'un mythe et que les politiques publiques françaises n'étaient pas préparées à l'accueillir, elles ne le sont pas beaucoup plus aujourd'hui. Et donc, de grâce, les Lise Baudouin, qui ont la tête à Paris, revenez un petit peu au Québec et travaillons ensemble. Je vous remercie et je remercie le Président de m'avoir permis de parler un peu moins que j'avais envisagé. Bon appétit.